Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire Happy User consacré à la définition des objectifs performance web et UX pour vos projets digitaux. Merci de votre présence. On va profiter là de quelques secondes, le temps de laisser arriver tout le monde. Merci de votre présence. Je profite là de ces quelques temps pour vous indiquer que il s'agit du deuxième webinaire organisé par Happy User. Le premier, organisé le mois dernier, était consacré aux impacts de la performance web sur l'expérience utilisateur et sur notamment tout ce qui était business, taux de conversion, etc. N'hésitez pas à aller consulter, à suivre notre chaîne et à consulter les replays qui restent disponibles. Donc là, nous allons pouvoir démarrer. Ce deuxième webinaire sera animé par Philippe Barrette, CTO de Cadran, qui est l'éditeur du service Happy User, ainsi que moi-même, responsable marketing. On profite pour vous en dire un petit peu plus sur Happy User, qui on est, qu'est-ce qu'on fait. Donc, Happy User, c'est un service SaaS qui est un service de monitoring de la performance web et de l'expérience utilisateur, qui, entre autres originalités, utilise les technologies de Real User Monitoring, c'est-à-dire qu'il mesure l'intégralité des données performance sur toute votre audience web. Là-dessus, a développé des indices exclusifs conçus pour être les plus révélateurs de la satisfaction de ses utilisateurs. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à la définition des objectifs performance web et expérience utilisateur. D'abord, en se posant la question pourquoi tout projet web doit intégrer ce type d'objectifs. Pour ensuite se demander pourquoi ces objectifs doivent être partagés par l'ensemble des intervenants sur un projet web. Pour ensuite s'intéresser à comment déterminer ces objectifs. Et puis, je passerai la main à Philippe pour l'examen de quelques exemples concrets de cahiers des charges performance web et expérience utilisateur. Et nous clôturerons cette session par une session de questions-réponses. Donc là, n'hésitez pas à noter ou à partager sur le chat vos éventuelles questions. On les stockera et puis on essaiera d'y répondre sur la fin de ce webinaire. Donc c'est parti pour la première question, c'est pourquoi tout projet web doit intégrer des objectifs performance web et UX. Une question qui semble tout à fait légitime, puisque en préparant ce webinaire, je suis tombé sur cet article sur le portail France Num, le portail de la transformation numérique des entreprises. Article très intéressant qui a compilé pas moins de 18 modèles de cahier des charges pour la réalisation d'un site internet, modèles proposés par des professionnels du secteur, des agences, etc. Et quelle n'a pas été ma surprise de constater que sur tous ces modèles de cahier des charges proposés, il n'y avait aucune mention de la performance web et de la vitesse de chargement. Constat à mettre en parallèle avec nous, notre expérience de mesure de la performance web, puisque dans les faits, concrètement, on s'aperçoit que on a pu constater les nombreuses conséquences de ce type de comportement, de ne pas se fixer des objectifs, puisque là, on intervient bien souvent, en fait, dans des cas de problèmes qui sont survenus parce qu'ils n'ont pas été pris en compte en amont ou pas été gérés à l'initiation des projets.
Cette non prise en compte au départ des projets de cette performance web, ben, là, elle est d'autant plus étonnante que, les impacts de cette performance web sont multiples et peuvent être très importants. Alors, bien évidemment, sur tout ce qui va être infrastructure, IT, sur, l'impact environnemental de vos dispositifs digitaux et en premier lieu, sur l'expérience utilisateur que vous allez proposer, heu, à vos internautes, avec toutes les conséquences que ça peut impliquer sur, ben, le niveau de trafic, sur vos performances en termes de SEO, sur votre capacité à convertir, cette audience, à la fidéliser ou encore même sur l'image de marque, de votre entreprise. Heu, Ces nombreux impacts s'expliquent par le fait que, cette performance web, cette vitesse de chargement, ben, se retrouve vraiment aux fondations de cette pyramide de Maslow, quand on parle d'un site internet. Donc elle se retrouve vraiment aux fondations et ben, tout manquement ou tout problème à ce niveau-là va fragiliser toute cette pyramide et très concrètement, un visiteur, qui met trop de temps à afficher une page ne va tout bonnement ne pas la voir et donc tous vos efforts qui auront pu être réalisés sur la les fonctionnalités que vous avez voulu développer, sur le design, sur, la flexibilité de votre système, ben, n'auront pas lieu d'être puisqu'ils n'auront pas été vus. Heu, Maintenant, pourquoi ces objectifs, performance, web doivent être partagés? Ben, on a vu que en fait, ces impacts, ils sont divers et se retrouvent, au final, beaucoup sur les performances business et donc ça implique que tous les maillons de la chaîne, tous les interlocuteurs, au niveau d'un projet web, doivent à un moment donné, être, partagés des objectifs sur ce domaine-là. On l'a, lors du webinaire précédent, que je vous invite à revisionner. On s'est amusé à positionner, en fait, chacun de ces services, tout au long de la vie d'un projet web et pour indiquer à quel moment, en fait, ben, ils étaient appelés à manipuler ces notions-là et de manière collégiale et en bonne, intelligence avec l'ensemble des autres services pour que les choses se passent le mieux possible. Ce travail, en fait, cet alignement des différentes équipes autour, d'objectifs performance permettent la mise en place d'une stratégie qu'on va appeler, budget performance web. C'est-à-dire qu'il va permettre à l'ensemble de ces équipes de s'accorder sur des objectifs partagés, et qui vont permettre des arbitrages, au niveau de votre projet. C'est-à-dire de pouvoir déterminer si l'ajout de telle ou telle fonctionnalité, l'emploi de telle ou telle, fonctionnalité ou design, est, c'est, comment dire? Génère suffisamment de bénéfices pour expliquer en fait le temps de chargement. C'est-à-dire que vous allez raisonner en termes de budget temps et est-ce que ça vaut le coup de mettre en place telle fonctionnalité, sachant qu'elle va représenter, X dixièmes ou X secondes de plus en termes de temps de chargement. Heu, pour, heu, pour fixer, ben, ces objectifs partagés, heu, moi ce que je vous propose, c'est, ben, d'appliquer la traditionnelle, matrice SMART, heu et de l'appliquer là, au monde de la performance web et de l'expérience utilisateur. Donc ça se traduit par, déjà des objectifs spécifiques, c'est-à-dire que là, il s'agit de définir aussi précisément que possible ces objectifs, web perf et donc de déterminer quoi mesurer et quelle valeur, déterminer, pour ces indicateurs. Donc là, il s'agit déjà de sélectionner les bons indicateurs et dans le monde de la performance web, il y a pléthore d'indicateurs. Là, je vous en ai listé ne serait-ce qu'un petit florilège, et à ce niveau-là, il s'agit de, déterminer ceux qui sont les mieux corrélés à votre objectif final, qu'il s'agisse d'objectifs en termes d'expérience utilisateur, en termes de, référencement naturel ou encore même d'impact environnemental. Heu, Ces objectifs, ben, ils se doivent d'être
aussi précis possible, tout en restant clair, suffisamment clair et engageant pour l'ensemble des intervenants. C'est-à-dire qu'ils doivent rester compréhensibles et engageants pour l'ensemble des intervenants. Ça peut vouloir dire que certains indicateurs ou certains objectifs peuvent se décomposer en éléments qui sont plus manipulables par différents secteurs. Je vais prendre par exemple pour un service marketing ou pour les webmasters d'un site internet, un objectif global en termes de performance peut se décomposer en un nombre maxi d'images à utiliser ou un poids maximum d'images à utiliser. Pour une équipe technique, ça peut se traduire par un nombre maximum de requêtes par page, etc. etc. Ces objectifs doivent aussi être précisés et adaptés aux différents types de pages que vous allez trouver sur le site internet, sachant que toutes les pages n'ont pas le même niveau stratégique et donc ne doivent pas forcément avoir les mêmes objectifs en termes de vitesse de chargement. Ils doivent être aussi cohérents avec les différentes audiences cibles et leur contexte d'utilisation, à savoir depuis où ils consultent le site internet, ce qui peut avoir de fortes conséquences là sur le niveau d'exigence en termes de vitesse de chargement, ou aussi s'ils consultent depuis un mobile ou depuis un desktop. Les objectifs donc doivent être spécifiques et ils doivent être mesurables. Donc là, il s'agit de définir des objectifs qui sont quantifiables. Et donc là, ne pas se borner à la traditionnelle phrase le site doit être performant ou de se charger rapidement. Il faut aller beaucoup plus loin que ça. Et donc des objectifs quantifiables selon une stratégie de mesure efficace et pertinente. À savoir que sur le marché de la performance web, vous allez trouver beaucoup d'outils différents et qui ne se ressemblent pas, qui ne fonctionnent pas de la même façon. Attention, là, je fais un petit warning au score. Vous allez pouvoir trouver des outils type PageSpeed qui vont fournir un score, un nombre de pourcentage. Attention à ces scores, à ce qu'ils ne deviennent pas une fin en soi et qu'au final, ils se déconnectent de votre objectif principal qui est de garantir une expérience utilisateur optimale pour vos internautes. Donc attention à la course au pourcentage, d'autant qu'on a pu voir que certains outils pouvaient arriver à dévoyer ces scores-là en mettant des petites astuces qui permettent de détecter le moteur spécifique de ces tests pour ne pas charger certains éléments et pour pouvoir afficher un score faussement excellent. Dans les outils de mesure, vous allez trouver deux technologies qui s'avèrent complémentaires. Donc on va parler de monitoring synthétique, qui est là une simulation de vie d'internautes par des sondes robots. Et donc là, il va permettre de collecter des informations de performance web dans un contexte bien particulier, depuis un mobile, avec tel type de connexion et depuis telle origine. Et à l'inverse, vous allez trouver des outils de Real User Monitoring qui vont là collecter les données de vitesse de chargement réellement constatées chez l'ensemble de vos internautes. Ces différents outils-là doivent être utilisés de manière complémentaire, le synthétique étant plutôt destiné aux phases de développement, donc on parle de lab data, alors que pour le Real User Monitoring, on est plutôt sur les phases de production et on va parler de field data. Ces mesures doivent rester accessibles et comprises par tous les interlocuteurs. Je vais prendre un exemple très concret. Là, les Core Web Vitals, que vous connaissez certainement, sont des données qui sont censément être des données field, c'est-à-dire collectées via du Real User Monitoring. Déjà, il faut savoir que le chiffre là je vous montre les 1,9 secondes, ne constitue pas une moyenne, mais c'est le 75e percentile de l'ensemble des résultats collectés. Donc ça veut dire que là, dans ce cas-là, il y a 75% des mesures, enfin de l'audience qui affiche en fait un FCP inférieur à ce chiffre-là. Autre subtilité, bien qu'il s'agisse de field data, elles sont partielles, sachant que là, Google
ne collecte les données des visiteurs qui utilisent un navigateur Chrome, qui sont connectés à un compte Google, qui ont accepté de transmettre ce type d'informations. Et là, ça exclut aussi les visiteurs qui utilisent un appareil Apple ou un autre type de navigateur. Donc là, attention aussi à bien savoir qu'est-ce qui est mesuré et que l'ensemble des interlocuteurs sachent bien ce qui est mesuré et dans quelles conditions. Les objectifs doivent ensuite être atteignables, c'est-à-dire que ces objectifs ils doivent rester cohérents avec les ressources qui sont à votre disposition et les cibles que vous avez. Donc, évidemment, vous n'allez pas dresser les mêmes objectifs entre un site corporate ou un site e-commerce. De la même manière, ces objectifs doivent être en adéquation avec vos cibles et leur contexte de navigation, comme on a pu le voir précédemment. Ils doivent rester en adéquation avec le niveau de charge aussi, c'est-à-dire l'audience que vous allez faire et s'il y a des pics ou pas. Et être en adéquation avec vos ressources techniques et humaines. Là, un bon exercice et qui va vous permettre de bien préciser vos objectifs peut être de réaliser un benchmark des performances de vos principaux concurrents, qui vont vous donner des repères pour pouvoir établir vos propres objectifs. De la même manière, si vous êtes dans un registre de refonte, n'hésitez pas à mesurer les performances actuelles et pour en servir de repère pour, si possible, en faire mieux. Les objectifs doivent être aussi raisonnés, c'est-à-dire qu'ils doivent rester pertinents et raisonnés en termes de ROI. Donc, est-ce que les investissements qui vont vous permettre, qui vont être nécessaires pour atteindre ces objectifs, est-ce que cet investissement restera rentable, sachant que n'êtes pas contraint à aller viser la Lune en termes de performance web, et que bien souvent, si les derniers dixièmes de seconde que vous allez chercher peuvent vous coûter très cher en termes de développement. Et donc là, il s'agit de bien raisonner ce type d'investissement. Vous pouvez n'hésitez pas à utiliser une matrice impact effort pour privilégier les mesures à effet rapide, c'est-à-dire que les mesures qui vont avoir un impact maximum sur la performance web, moyennant les efforts moindres. N'hésitez pas à ce moment-là aussi à réaliser des arbitrages fonctionnels par rapport à cette performance, c'est-à-dire se poser la question, par exemple, est-ce que je peux envisager l'intégration d'un service de chat ou l'utilisation d'un service d'A/B testing en connaissance de cause qui vont engendrer un temps de chargement supplémentaire de X dixièmes de seconde. Est-ce que ce temps-là supplémentaire, est-ce qu'il se justifie en termes de bénéfices? Donc là, c'est à ce moment-là où vous allez pouvoir déterminer ces éléments-là. Enfin, ces objectifs ils doivent être temporellement définis. On a pu voir que la vie d'un site internet est faite de différentes phases, et il s'agit de définir dès le départ des objectifs et d'assurer leur continuité, la continuité de leur mesure et de leur contrôle tout au long de la vie de ce site, et donc de passer les phases de développement, de mise en production, et ensuite de production et de vérification de la non-survenue de risque de régression. Voilà pour cette partie théorique. Maintenant, je vais passer la main à Philippe pour l'examen de quelques exemples concrets de cahiers des charges en matière de performance web et d'expérience utilisateur. Donc, merci Philippe. L'idée, c'est d'appliquer cette matrice SMART dans ces exemples, au niveau de ces exemples concrets. Alors, l'idée... J'ai un petit problème sur le passage des slides. Voilà. Bon, je te les remercie. Ok, merci. Donc, je vais vous prendre trois typologies de sites, les collectivités, des commerçants et des PME, ETI ou grands comptes. Donc, l'idée, c'est effectivement de reprendre cette matrice SMART dans votre contexte. Donc,
si vous êtes comme e-commerçant ou grand compte ou PME, la partie collectivité va également vous intéresser. On se pose les mêmes questions, c'est juste les contextes changent. Donc, c'est important de bien écouter également. Donc, avant de dire effectivement le site web même doit être performant et la page web doit s'afficher en moins de 3 secondes, effectivement, et c'est important de préciser dans quel contexte. Donc, par exemple, pour une collectivité, la localisation va être très importante. Si vous êtes une ville, un département, vous allez cibler plutôt les citoyens locaux. Après, réfléchir aussi également au type de rôle le type de profil pardon, qui vont se connecter chez vous. Est-ce que vous voulez mettre des objectifs de performance pour les équipes internes, donc qui vont publier l'actualité ou travailler sur les fiches produits ou les événements de la collectivité? Est-ce que vous ciblez principalement donc, les citoyens, les institutionnels, donc voir quel type de population vous ciblez et quels sont les objectifs que vous voulez atteindre par rapport à ces personnes-là. Ensuite, vous avez les configurations typiques de clients. Est-ce que vous allez avoir plutôt des mobinotes, des desktops, sur quel type de système d'exploitation, quel navigateur? Donc ça, si vous avez déjà une première version du site qui est en production, bah, vous pouvez utiliser votre outil d'analytics favori pour déterminer ça et essayer d'identifier si c'est une population plutôt mobile ou pas. Et après, par exemple pour une ville, heu, vous pouvez avoir une population plus ou moins urbaine ou rurale et donc des réseaux plus ou moins efficaces, que ce soit au niveau pour les mobinotes ou pour les fixes. Donc, vous pouvez avoir une ville fibrée ou en cours et donc vous allez avoir plus ou moins de difficultés à obtenir le niveau de performance que vous attendez et donc vous allez peut-être devoir faire des compromis sur le fonctionnel si vos internautes sont moins bien connectés. Après, quelque chose qui est important pour le dimensionnement également, c'est le niveau d'audience maximale que vous êtes susceptible d'atteindre. Donc, il faut que vous y réfléchissiez. Donc, par exemple, ça peut être le premier du mois pour des citoyens qui vont aller consulter des factures ou des événements que, que vous déclenchez qui vont engendrer du trafic sur votre site. Donc, définir les pics pour savoir quel niveau de charge maximale votre site va devoir supporter. Donc là, on a parlé des contextes. Donc comme a expliqué Philippe, toutes les pages ne se valent pas. Donc il y a des pages qui sont stratégiques, pour vous, donc il va falloir être plus agressif peut-être au niveau des performances sur certaines pages. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a listé les principales pages, pour un site d'une collectivité. Le niveau de criticité qui est assez lié au niveau de la fréquentation de la page. Et donc, nous, ce qu'on considère qui est important, c'est 2 moments, pour l'internaute. Ça va être le début d'affichage. Alors, pourquoi c'est important le début d'affichage? Parce que c'est le moment c'est l'instant entre le moment où vous cliquez et le moment où la page commence à s'afficher et c'est ce qui va donner vraiment la notion de réactivité du site. Donc plus il est court, effectivement, plus vous donnez l'impression d'un site dynamique et évidemment la fin d'affichage puisque là, vous avez votre page. Donc, sur les débuts d'affichage, on conseille à peu près dans l'ensemble d'être aux environs des 800 millisecondes, ce qui correspond à peu près à un niveau de réaction humain à peu près standard. Et sur les fins d'affichage, on va conseiller d'être entre 2 et 3 secondes en fonction des pages. Alors 3 secondes, ça peut paraître un petit peu long puisque ce que dit Google, c'est qu'au-delà de 3 secondes, vous avez 53% des mobinautes qui ont quitté votre site. Heu, bon, 3 secondes, c'est pas un temps qui engendre vraiment de la frustration. C'est un peu long, mais ça n'engendre pas forcément beaucoup de frustration. Donc sur certaines pages, qui sont importantes et qui ont de la valeur, les gens sont prêts à attendre un petit peu ces temps-là. Donc et ensuite, il va falloir vous donner, les façons de mesurer. Donc, quel indicateur vous utilisez pour, mesurer le début et la fin de chargement? Donc Philippe a expliqué les principaux indicateurs. Vous avez aussi l'APIDEX, si vous utilisez API User, qui va pouvoir vous prendre en compte le début et la fin au sein d'un même indicateur. Donc voilà, page d'accueil, elle est critique. C'est la page la plus consultée. Donc on considère qu'un temps un temps de fin de chargement de 2 secondes, c'est ce qu'il faut réussir à atteindre. Une page de résultats de recherche, en général,
c'est toujours un peu compliqué, c'est des pages qui sont un peu lentes à s'afficher. On peut tolérer jusqu'à 3 secondes puisque on n'est pas loin du résultat final. C'est une page à haute valeur, pour l'internaute. Si vous n'arrivez pas à atteindre ces cibles, vous avez, d'autres stratégies un peu alternatives qui vont être, soit d'afficher déjà la page sans les résultats et en disant, que c'est en cours de traitement, soit d'afficher de manière progressive les résultats, soit de mettre un petit, progress bar qui indique que c'est en train d'aller récupérer l'information. Ça permet de patienter. Voilà, page d'actu ou d'information, c'est des pages assez standards. Les gens vont avoir, de quoi de quoi s'informer, donc 3 secondes, ça nous paraît correct. Alors la page de login, ça va être par exemple, intéressant pour des collectivités pour des citoyens qui vont devoir, s'authentifier pour, remplir, des formulaires, ou des demandes ou diverses demandes. Donc c'est une page intermédiaire. On distingue les pages intermédiaires des pages finales. Les pages intermédiaires, elles ont souvent pas de valeur, donc si on peut les éliminer d'ailleurs, c'est mieux. Et c'est des pages qui doivent aller vraiment vite parce que rien que leur présence irrite les personnes. Donc une page de login, les gens ne comprendraient pas pourquoi elle est lente, donc il faut vraiment que ça soit très rapide. Donc on conseille 2 secondes en fin en cible. Pareil pour des formulaires, c'est assez facile à mettre en place, donc 2 secondes, c'est une bonne cible. Et après, vous avez les applications métiers, donc par exemple, pour des collectivités, ça va être indiquer les nombres de jours pour la cantine pour les enfants ou alors des choses un peu plus annuelles. Donc là, on a indiqué au cas par cas. Nous, ce qu'on considère que c'est qu'il y a quelque chose qui drive, le niveau de performance, c'est la fréquence d'utilisation. Si c'est des applications que doivent utiliser les citoyens, tous les jours, il va falloir essayer vraiment de faire en sorte que l'application soit très rapide. Si c'est une application qui va être utilisée tous les 6 mois ou une fois par an pour aller, télécharger une attestation, on peut se permettre d'avoir, quelque chose d'un peu plus lent. Donc c'est vraiment au cas par cas. Donc en cible finale, vous pouvez, mettre 2, 3, 4 secondes en fonction de l'application. Hem, voilà. Le deuxième volet, perf, on ne peut pas parler de perf sans réfléchir aussi au niveau de disponibilité et de charge du site. Donc en standard, pour une collectivité, souvent 98 ça suffit. Il y a généralement rien de critique sur ce qui est affiché. Les gens peuvent revenir si pendant une demi heure le site est tombé. Donc nous, on considère que 98 c'est une cible assez facilement atteignable. Par contre 24/7, il y a pas de raison que le site ne soit pas consulté, à 11 heures du soir. Donc il faut qu'il fonctionne, 24/7. Là, vous pouvez, être un peu plus précis aussi sur vos exigences de disponibilité. Sur ces 98 vous pouvez inclure ou non les heures de maintenance planifiées par mois et indiquer le nombre d'heures maximales, par exemple en termes d'indisponibilité, également. Ensuite, j'avais parlé aussi du nombre simultané d'utilisateurs, maximum que vous pouvez avoir. Donc là, ça va dépendre des, donc je vais vous indiquer comment le calculer. Vous prenez, une journée, avec une fréquentation maximale. Donc si vous avez déjà une version du site, bah, vous utilisez vos outils analytiques, sinon il faut essayer de l'estimer. Vous divisez par 20, ce chiffre-là et ça va vous donner le nombre simultané d'utilisateurs. Donc par exemple, si vous avez des journées à 10 000 personnes, bah, vous divisez par 20, ça fait 500 utilisateurs, maximum connectés. Et les tests de charge, donc là, l'idée, c'est de définir, 3 scénarios pertinents d'utilisation de votre site. Donc par exemple, aller sur la page d'accueil, faire une recherche et cliquer sur le résultat de la recherche. Ça peut en être un. Et donc là, une fois que vous avez défini les scénarios qui vous semblent les plus pertinents, et ben, à ce moment-là, vous allez, faire des tests de charge. Donc vous allez faire chauffer votre site jusqu'à atteindre le nombre simultané d'utilisateurs maximum que vous pensez avoir et vérifier que vous n'avez pas de dégradation de performance jusqu'à cette cible-là. Maintenant, je vais passer, aux e-commerçants. Donc c'est un peu la même logique. L'idée, c'est effectivement de réfléchir parce que vous êtes, e-commerçant, sur la France, sur l'Europe, dans le monde. C'est évident que si vous distribuez, en Europe, il n'y a pas de raison qu'un Espagnol soit moins bien servi qu'un Français.
Donc, c'est vraiment important de bien réfléchir à vos objectifs de performance en fonction de la localisation. Également, en termes de type de profil, donc vous pouvez avoir toujours pareil les équipes internes qui vont travailler sur la mise à jour de vos produits, de vos prix. Les visiteurs, les clients, vous pouvez également avoir des fournisseurs ou des distributeurs. Et parfois, ça peut être même d'autres sites web. Donc, est-ce que vous voulez vous donner des exigences aussi également pour vos fournisseurs ou vos distributeurs? Pareil, type de configuration de client, donc là, vos outils analytiques vont vous aider à bien connaître votre typologie. Ce sera sûrement différent si vous êtes un e-commerçant B2B ou B2C. Type de réseau, a priori, ça va être tout type de réseau. Et les audiences maxi, quand est-ce que vous allez les rencontrer? Certainement en période de solde, avec des événements type Noël également, ou si vous faites une action de communication, à ce moment-là, vous allez drainer du monde. Donc là, ça va être très important, notamment sur des actions de communication, puisque généralement, ça a un coût. Si vous amenez beaucoup de monde sur votre site et qu'à ce moment-là, le niveau de performance est en dessous de ce qu'il peut faire, là, vous avez un peu raté votre opération, puisque vous donnez un sentiment de site un peu poussif. Et donc, c'est autant de chiffre d'affaires en moins sur votre site. Si on parle un peu typologie de page, donc qu'est-ce qu'on va retrouver? Toujours la page d'accueil, donc toujours très importante pour vous. La page de résultats de recherche également, c'est ce qui va souvent amener vers le panier. Donc pareil, essayer de faire en sorte qu'elle soit efficace et, au niveau du résultat. Après, vous avez la page catégorie de produits, qui est un peu moins critique peut-être que la page produit, puisqu'elle va être un peu moins fréquentée et souvent ce qu'on observe, c'est que les personnes arrivent sur la page d'accueil, vont chercher le type de produit, enfin le produit qui les intéresse et et ensuite vont cliquer sur la page produit. Donc la page produit évidemment est critique, pour cette raison-là et effectivement, plus vous aurez un combo, page de recherche, page produit efficace, plus les personnes vont être, vont surfer sur votre site et remplir leur panier, hem et donc vous allez augmenter votre niveau de panier moyen. Page de login, effectivement, vous pouvez l'avoir aussi bien pour vos clients que pour vos fournisseurs. J'y reviens pas, c'est une page intermédiaire, donc elle doit être rapide. Évidemment, pour les e-commerçants, vous avez la fameuse séquence d'achat, donc la page panier et la page paiement. Donc la page panier, elle est importante puisque les gens y reviennent assez régulièrement, donc il faut qu'elle s'affiche vite. Et la page paiement, c'est une page qui est assez stressante puisqu'en général, on a introduit sa carte bleue. C'est toujours un peu long. On se demande si ça a été pris en compte. On ne sait pas s'il faut recharger la page. Donc ça, c'est des pages vraiment à soigner le plus possible pour assurer vos clients et vos visiteurs. Ensuite, vous avez, peut-être des pages, type suivi de commande ou SAV une fois que la vente a été effectuée. C'est des pages effectivement où vous pouvez vous contenter d'avoir, des cibles, un peu moins élevées, donc 3-4 secondes, c'est quelque chose, qui reste correct, sur ce type de page. Peut-être moins d'efforts à mettre, sur ces types de pages. Au niveau, disponibilité, là effectivement, dès que votre site est en maintenance, c'est du chiffre d'affaires qui s'envole. Donc effectivement, c'est embêtant. Il faut bien garder en tête les histoires de ROI dont parlait Philippe. Évidemment, on a envie que la disponibilité soit la plus grande possible. Plus on monte vers, des chiffres qui approchent les 100, plus ça devient compliqué à mettre en œuvre, plus il faut des architectures, sophistiquées. Donc par exemple, vous pouvez un niveau de disponibilité qui reste, atteignable relativement facilement, ça va être 99, donc 24/7 également et en réfléchissant également si vous voulez inclure les heures de maintenance ou pas, dans le mois. L'idéal évidemment, ça étant de faire ces maintenances, hors période d'affluence. Nombre simultané d'utilisateurs maximum et les tests de charge, ça va être, la même logique que pour les collectivités, donc j'y reviens pas dessus. Voilà, les cahiers des charges pour les PME, ETI et grands comptes, alors là, effectivement, on va se retrouver souvent à l'international. Alors c'est vraiment très, très important de bien réfléchir sur la localisation de ces internautes et on va devoir peut-être mettre en place des solutions d'accélération, réseau pour les populations, éloignées.
avec des solutions type CDN, donc qui vont avoir un coût, mais qui vont garantir un niveau de satisfaction maximal pour tout le monde. Donc c'est encore plus important de réfléchir sur cette localisation dans ces contextes-là. Type de portail, en général, on va avoir des portails différents. Donc vous pouvez avoir toujours interne des visiteurs, des clients, un portail fournisseur et ou partenaire. Voilà. Configuration du client, ça va dépendre également des portails et des types de visiteurs, type de réseau, a priori tous. Et l'audience maxi, elle va souvent être déduite des campagnes de communication que vous lancez. Voilà, les exigences que vous pouvez vous donner, donc bah là, je pense que vous commencez à comprendre la mécanique. La page de login, en général, pour les clients, les partenaires, c'est un incontournable. Page d'accueil, qui reflète également la vitrine, hein, de votre société. Donc ça doit donner une image dynamique de la société. Qu'est-ce que vous allez avoir en plus? Des pages d'actualité, que vous avez peut-être moins, au niveau e-commerçant. Donc là, on peut être dans le standard. Page formulaire, donc ça va être très important également puisque c'est ce qui va vous amener des leads. Donc c'est des pages qui sont critiques également. Et vous pouvez avoir, par exemple, d'autres types de pages qui vont être, du téléchargement de documents. Donc là, c'est vraiment à vous à bien définir, le niveau de criticité, de de le temps, acceptable pour télécharger les documents. Encore une fois, en fonction des différentes localisations. On peut avoir des exemples comme Airbus où, des documents sont nécessaires pour faire décoller un avion. Chaque seconde va être importante. Si c'est une facture, par exemple, ça peut être un peu moins critique. Donc, c'est important de définir qu'en fonction des types de documents, quelles sont les cibles et il y a des solutions qui permettent effectivement d'accélérer ces téléchargements. Donc le niveau de disponibilité de charge, là, je suis allé très large, donc ce que je vous propose, c'est entre 98 et 99,9 en fonction de si c'est un portail, bah, pour, un intranet, vous allez peut-être même pas cibler 24/7, et si c'est le portail client, donc avec des des pages qui empêchent certaines actions chez vos clients, bah, il va falloir essayer d'aller au plus proche de 100 quitte à avoir des architectures un peu plus sophistiquées. Donc simultané d'utilisateurs maximum et test de charge, ça va être toujours les mêmes principes. Essayer de bien comprendre jusqu'où le site doit aller et d'effectuer ces tests de charge avec des scénarios les plus réalistes possibles. Si vous avez déjà une version du site qui tourne, vous pouvez aller voir les différents parcours utilisateurs pour définir ces scénarios. Voilà, l'idée, c'était effectivement donc d'expliquer, les enjeux de la performance. Donc j'espère qu'on on vous a bien convaincu que c'est important d'y travailler en amont. Réfléchir, alors ça fait peut-être beaucoup de choses, dans ce webinaire. Réfléchir à ce sujet, en amont, ça va demander 2-3 heures, en discuter également avec les équipes techniques. Mais, heu, bien y réfléchir, c'est pas forcément très long. Vous allez, le retrouver puissance 10, au moment de la livraison. Parce que si vous vous êtes contenté de dire, «Le site web doit être performant et le site web doit être, très disponible», hein. Quand vous allez, recevoir, votre site web, et que votre agence web ou votre SN, va vous livrer, sur le protocole d'acceptance, il va y avoir quelques difficultés puisque, à un moment donné, vous n'allez pas pouvoir, quantifier, dans quel contexte, oui, on devait atteindre, telle ou telle cible et donc vous allez pouvoir rien demander en garantie et ça peut s'avérer très compliqué si à un moment donné vous avez finalement des exigences, assez hautes, hein, au niveau des performances. On peut avoir, à retravailler, à revenir complètement, jusqu'à la conception et à l'architecture. Donc, vous allez diviser par 2 ou 3 vos nombres de livraisons, ça c'est certain. En tout cas, vous n'aurez pas de problème au niveau des perfs si vous avez pensé avant. Merci Philippe pour ces précisions. Est-ce que dans l'audience, il y aurait des questions? N'hésitez pas à utiliser le chat pour pour nous questionner. Si,
Alors, je sais pas, Philippe, si tu veux. Oui, On a une question. Avez-vous un partenariat avec un CDN? Dans tous les cas, oui, préconisez-vous un CDN particulier, oui. cas entreprise qui vend à l'international, mais en B2B, pas d'achat D'accord. direct. Ok, très bien. Euh, donc, peut-être pour expliquer ce qu'est un CDN, si tout le monde ne connaît pas, ça s'appelle le Content Delivery Network. L'idée, effectivement, c'est d'essayer de rapprocher les ressources au plus près des internautes. Donc, quand vous vendez à l'international, l'idée, c'est qu'effectivement, d'avoir des serveurs qui sont, pour les Américains, par exemple, qui sont aux États-Unis et qui diffusent, donc qui recopient votre contenu et le présentent directement. Et donc, c'est un bon outil pour avoir le même niveau de performance un peu partout dans le monde. Donc, en termes de partenariat, oui, on a un partenariat avec Akamai. Donc, c'est les leaders mondiaux de, de l'accélération réseau. C'est les Américains. C'est pour moi ceux qui fonctionnent, qui donnent le meilleur résultat. Est-ce qu'on préconise un CDN particulier? Il y en a plusieurs, Cloudflare. Il y en a une bonne dizaine. Moi, ce que je conseille, c'est de les tester. C'est vraiment le plus efficace. Il y a souvent des périodes d'essai, donc vous testez, vous regardez si ça donne satisfaction. Il y en a qui vont être gratuits, ça va de gratuit à effectivement un niveau d'investissement assez important. Et en fonction, on revient toujours aux mêmes contraintes, hein. En fonction de quels sont vos objectifs pour chacun, vous allez pouvoir trouver le CDN qui vous convient le mieux. Mais moi, ce que je conseille surtout, c'est effectivement les tester. Je ne sais pas si Philippe, tu as. Non, alors Et juste, je suis responsable il faut. marketing, je suis pas technicien, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que il y a la question du CDN. Alors déjà, en l'occurrence, même si on a un partenariat, c'est des choses que vous devez voir avec vos partenaires techniques. Là, nous, ce qu'on vous indique, c'est des guides pour se fixer des objectifs. Ensuite, c'est à vos partenaires techniques de vous proposer des solutions. Et en matière de CDN, qui est en effet une piste qui est intéressante, notamment dans les contextes internationaux, il y a aussi des questions de la bonne inclusion, enfin, et de la bonne utilisation de ces outils-là. Parce que enfin, c'est pas un outil magique, il faut arriver à bien l'intégrer. Enfin, je sais pas si Philippe, tu as quelque chose à dire Oui, là-dessus. exactement. Ouais. Il faut bien tester et bien intégrer. Et bonjour à Romain, donc, qui effectivement travaille dans une entreprise qui vend des disques. Euh, Excusez-moi. Pas d'autres questions. Je sais pas, moi, s'il n'y a pas d'autres questions, moi je voulais revenir sur la question, c'est à la base, pourquoi s'embêter en fait avec des objectifs web perf en fait au niveau d'un début de projet. Euh, Est-ce que tu as des choses à nous dire, Philippe, sur en fait, les conséquences de ne pas avoir fait cette étape-là, en fait, via des clients qu'on pouvait avoir, en fait, d'expérience, en fait, quelles peuvent être les conséquences de ne pas dresser ce type d'objectif? Oui. Les conséquences, elles peuvent être multiples. Si, par exemple, on avait besoin vraiment d'un très haut niveau de disponibilité, qu'on part sur des architectures un peu simples, des serveurs mal dimensionnés, un CMS qui ne va pas forcément être capable de répondre aux attentes, eh ben, on peut en arriver à devoir tout refaire. Parce qu'on n'arrivera pas, avec la technologie choisie, à atteindre les objectifs qu'on aurait dû se donner en début de projet. Et également, je parlais un peu des protocoles d'acceptance. Quand vous avez clarifié dès le début les règles du jeu avec votre intégrateur ou votre agence web, c'est beaucoup plus facile après d'avoir un protocole d'acceptance clair en disant sur tel scénario, je m'attends à ça, et oui ou non, on l'atteint. Donc ça va permettre de clarifier et de pacifier les relations. D'accord.
Moi, je me permets, enfin, dans ce registre-là, je me permets juste d'ajouter que enfin, ce qui est aussi important, c'est enfin, de réaliser cette définition d'objectif au tout départ, enfin, le plus rapidement possible, et que ça soit partagé entre les services, et ne pas en fait confier cette phase-là en prétextant que là on traite de choses techniques, en fait de laisser le bébé en fait intégralement aux équipes techniques, puisque on a vu que les impacts en termes business peuvent être très très importants. Et donc, dès le départ, il est très important en fait, d'associer les équipes marketing et business à la définition de ces objectifs, de manière à ce que l'ensemble des équipes soient alignées en fait, autour de ces objectifs communs. Oui. Et c'est important d'en discuter également dans ces phases amont, parce qu'on peut avoir tendance aussi à vouloir des trop bonnes performances. Nous, on prône évidemment des bonnes performances, mais vouloir trop bien faire, ça a un coût. Et finalement, peut-être que, c'est ce qu'on a essayé de démontrer avec Philippe, hein, vraiment bien adapter ses objectifs à ce qu'on cherche à faire, et donc bien placer son argent sur le fonctionnel, sur les performances, pour que ça soit, le projet soit globalement une réussite. Effectivement, vouloir que toutes les pages s'affichent dans tous les contextes en moins d'une seconde et demie, c'est peut-être pas forcément réalisable pour tout le monde, et vous avez peut-être mieux à faire que d'avoir cet objectif. Alors, on a une question. On nous demande, RSE aussi pour des sites web internes, d'être pas forcément au top perf, mais plutôt efficient. Utiliser au mieux les ressources. Pensez-vous que l'on peut aussi faire ça en début de projet? Bonus, est-ce que ça peut venir en collision avec la performance, bien qu'on cherche aussi à aller à l'essentiel? Philippe, est-ce que tu as... Oui, alors pour moi, c'est au contraire, ça ne va pas en collision. Justement, on parle un peu d'éco-conception peut-être ici. Pour moi, les performances vont souvent être corrélées avec une bonne conception, une conception légère du site. Si vous mettez beaucoup de guirlandes sur votre site, forcément, vous allez l'alourdir avec beaucoup de téléchargements peut-être de fontes, de CSS, d'images, ou voire d'animations. En essayant d'éco-concevoir un site et de le rendre pas minimaliste, mais en tout cas efficient, vous allez forcément tirer les performances vers le haut. Et en travaillant sur les performances aussi, forcément, on fait réduire les tailles des pages, les tailles des images, le nombre de requêtes, et on travaille l'efficience. Donc pour moi, c'est des objectifs très corrélés. Et effectivement, quand vous travaillez sur un sujet, en général, vous êtes gagnant sur le deuxième sujet. On a une question également. Pouvez-vous revenir rapidement sur les principaux indices de performance et lesquels prioriser selon le contexte, notamment e-commerce? Je ne sais pas si tu veux les... comme tu veux. Je compléterai un peu si tu veux. Oui, comme on l'a vu, en fait, il existe beaucoup d'indicateurs différents. Comme je le conseillais là en appliquant la matrice SMART, c'est d'essayer de trouver, dans son cas particulier, les indices qui sont les mieux corrélés avec votre objectif final. Donc là, en l'occurrence, si on s'inscrit dans un logique e-commerce, je pense que dans vos objectifs finaux, il va certainement se trouver des questions de taux de conversion, des choses comme ça. Aussi de limiter les abandons de panier, etc. Là, on va pouvoir, il va falloir jouer sur les questions principalement d'expérience utilisateur, de garantir en fait l'expérience la plus fluide possible. Donc là, de trouver les indicateurs qui sont les plus révélateurs de l'expérience utilisateur. Là, vous allez pouvoir en trouver quelques-uns. Là, forcément, d'actualité, vous allez trouver certainement entendre parler des Core Web Vitals, puisque là, c'est une gamme d'indicateurs qui ont été promus par Google et
est conçu pour essayer de rendre compte de la manière la plus effective possible d'une qualité d'expérience utilisateur. Vous allez pouvoir trouver d'autres indices type Speed Index qui là consiste à essayer d'évaluer la vitesse d'évolution de l'affichage. Donc via un calcul assez complexe au niveau d'une analyse vidéo de ce qui s'affiche en fait sur l'écran. Et puis après, vous allez trouver des acteurs comme Happy User qui ont essayé de concevoir là aussi des indicateurs qui essaient de rendre compte le plus fidèlement possible de cette satisfaction utilisateur. Là, on a conçu l'Apidex comme étant en fait déjà un calcul entre le début de chargement et la fin de chargement pour essayer de trouver en fait quelque chose qui prend en compte en fait les phases critiques pour l'internaute, sachant que le tout début d'affichage est très important, et puis d'arriver en fait à une page qui soit réactive aussi. Donc des indices comme ça calculés peuvent être un bon point de départ. Leur vertu étant de pas avoir une batterie trop importante d'index ou d'indicateurs à surveiller, et d'essayer de trouver quelque chose de plus synthétique au sens de synthèse en fait là, et de facilité d'analyse ensuite. Voilà ce que je pouvais dire. Je sais pas si Philippe tu as... Oui, c'est ça. Après, il y a d'autres indicateurs un peu plus qualitatifs qui vont aller analyser les pages et savoir si les pages sont légères. On rejoint un petit peu sur la partie efficience. Donc, c'est encore une autre approche. Donc, vous avez des indicateurs qualitatifs, d'affichage progressif, du X. Donc, il faut bien réfléchir à ce que vous voulez mesurer. Le TTFB aussi peut être intéressant, parce que c'est, tu me corriges, hein, Philippe, si je dis des bêtises, mais c'est le time to first byte. Donc en fait, c'est un peu le temps de réaction au moment où le navigateur de l'utilisateur va recevoir les premières données. Donc là, plus c'est rapide, mieux c'est. Et il est intéressant parce que ça donne une bonne indication sur la réactivité de votre site, et puis là aussi, il peut avoir aussi des avantages en termes d'optimisation de vos performances en termes de référencement, donc c'est pas plus mal. Enfin, donc ça peut être intéressant d'avoir en tête, enfin de surveiller cet indice-là. Voilà. Il y a également aussi des indicateurs un peu plus de réactivité de la page, donc pas forcément de chargement initial, mais quand vous cliquez sur un bouton d'action, voir le temps que l'action a mis pour se réaliser. C'est des choses aussi qui sont importantes, notamment un peu plus sur les web applications. Et après, il y a la question aussi de la mesure et comment vous allez collecter ces données-là. Donc là, je reviens pas sur les deux types d'outils qui sont les outils synthétiques et les outils en RUM, en fait, qui donnent des résultats. En fait, ces résultats sont collectés de manière différente. Donc ça, c'est bien aussi à prendre en compte. En fait, dans le plan de surveillance de vos performances, il faut bien faire attention à ce genre de données. Oui. Également, par phase projet, vous pouvez réfléchir à certains indicateurs qui vont être plus pertinents pendant la phase de développement, et d'autres qui vont l'être plus en production. D'autres questions? Je sais pas si... Non, Philippe, tu voulais aborder d'autres points? Sinon, on va... On a bien répondu à Anita. Merci pour la question. Si tu vois pas d'objection, Philippe, je pense qu'on va pouvoir clôturer ce webinaire. J'espère qu'il vous a intéressé. Si n'hésitez pas à consulter le replay, à le partager, à vous abonner à notre chaîne Webikeo. De cette manière-là, vous serez
Vous serez informé de nos futures interventions, puisque là, on essaye de mettre en place un flux régulier, enfin en tout cas l'animation de webinaires de manière régulière, au moins mensuelle. Donc le mois prochain, attendez-vous à avoir un prochain webinaire. Je pense qu'on va aller voir du côté des bonnes pratiques. Mais je vous en dis pas plus là aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et puis n'hésitez pas non plus à aller jeter un œil à ce qu'on fait sur Internet. Ça vous permettra d'avoir un peu plus d'informations sur nos services, et puis aussi d'aller voir du côté de notre blog où on publie un certain nombre d'informations là, qui vous permettra de mieux appréhender ce domaine de la performance web et de ses impacts sur l'expérience utilisateur. Et enfin, là je vous laisse 2 adresses mail. N'hésitez pas à nous contacter. On dispose d'un certain nombre de docs qu'on peut mettre à votre disposition, que ce soit des use cases ou des guides, etc. N'hésitez pas à revenir vers nous et à nous solliciter là-dessus. On sera un plaisir de vous répondre et de vous envoyer ce type de doc. Merci encore pour votre... Juste, je complète, effectivement, le prochain sera sur les bonnes pratiques de la WebPerf. Si ce webinaire vous a intéressé, il peut intéresser les équipes techniques également, donc n'hésitez pas à en parler à vos collègues côté DSI, Webmaster, le prochain sera un peu plus technique. Merci beaucoup. À la prochaine, au mois prochain, j'espère. Et puis, bonne chance à vos projets web si vous avez en cours. Bon courage pour la finalisation de vos projets. Au revoir. Au revoir.